sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le vendredi 23 février. Aujourd'hui, émission spéciale, on va s'intéresser à la cosmétique, on va s'intéresser aux produits de soins. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le lundi 26 février et aujourd'hui on s'intéresse à l'histoire de Varian Fry, le journaliste américain qui, durant la guerre, aurait sauvé entre 2000 et 3000 personnes à Marseille. On va en parler avec Diana Paulin, écrivaine américaine, et Alain Guyot, qui est professeur et chercheur en architecture. Ils ont publié un livre qui s'appelle Villa Herbel 1940-1942. On va en parler avec eux. Ils seront également les invités de la prochaine rencontre littéraire qui se déroule le 14 mars, organisée par French Arts Associates à Miami. On va en parler avec eux. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse tout de suite à un livre, Villa Herbel 1940-1942, avec les deux auteurs, Diana Paulin et Alain Guyot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors du coup, comme je le disais, Diana, vous êtes écrivaine américaine. Alain, vous êtes professeur et chercheur en architecture. Exact. Et c'est le travail de vos quatre mains qui ont donné naissance à Villa Herbel 1940-1942. Tout à fait. Donc on parle de Varian Fry, qui est journaliste américain. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire de la Villa Herbel ou du journaliste Varian Fry, est-ce que vous pouvez nous préciser tous les deux qui est ce personnage? Voilà, comme je suis new-yorkaise et Varian Fry était new-yorkais, donc je prends d'abord la parole. C'était un jeune homme diplômé d'Harvard en 1928, donc il est né en 1907. Et pendant sa scolarité assez turbulente, il s'est lié d'amitié avec des mouvements de la sociodémocratie en Amérique qui œuvraient fortement contre les fascistes qui avaient pris le pouvoir en Italie et qui venaient de prendre le pouvoir en France. C'était un grand frustré, un intellectuel assez livresque, destiné au professorat, et comme il était WASP, White Anglo-Saxon Protestant, il était voué à une très grande carrière, soit universitaire, soit dans l'administration. Il a rompu avec ses origines en ce moment, c'est-à-dire nous sommes en 1935, pour aider les réfugiés nombreux qui venaient à New York, d'abord des Autrichiens et des Allemands, et les syndicalistes surtout, qui avertissaient
les Américains du danger du fascisme et de Hitler. Donc au début, il œuvrait en fait sur le territoire américain. Après, il a été envoyé finalement en France, à Marseille, en 41. Et c'est là où vous intervenez finalement, Alain, parce qu'on parle de la Villa Herbel. Donc c'est dans ce refuge qu'il a aidé de nombreuses personnes. Tout à fait. Marseille était le dernier port de France encore accessible, qui était donc une porte de sortie possible pour tous ces candidats à l'exil. Et c'est ainsi que s'est retrouvés tous les artistes intellectuels et surréalistes dans une ville chaotique qui n'était pas du tout prête à recevoir tout ce monde. Et Varian Fry a installé son QG, son comité américain de secours, pour œuvrer dans cette mission d'aide. Il était d'abord dans un hôtel, l'hôtel Splendide, et ensuite il a trouvé un peu par hasard la Villa Herbel. Ouais. Qui est située où? Elle est en banlieue de Marseille, sur la partie est de Marseille. Donc elle a été démolie depuis dans les années 80, on va en reparler avec vous, oui. Mais elle était située à l'est de Marseille. Tout à fait, et c'était une zone de campagne absolue, un vrai petit paradis. Donc ça on est dans les années 41. Voilà, ça se situe entre octobre 1940 et juin 41 pour l'essentiel. Alors, je le rappelle, vous êtes donc écrivaine, professeur et chercheur en architecture. Qu'est-ce qui vous a incité, tous les deux, à vous plonger dans cette histoire et à mettre sur papier l'histoire de Varian Fry, de faire des recherches? Parce qu'on va parler du livre, de ce qu'on trouve à l'intérieur. C'est très recherché, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui vous a incité, peut-être, Diana, à partir dans cette aventure? Je précède un peu l'engagement d'Alain, dans la mesure où je faisais partie de l'association Varian Fry France qui venait de se former en 1999. Donc vous étiez en France à ce moment-là déjà? Alors j'habitais Marseille. Ouais. J'ai été professeur à l'université Aix-Marseille 2. Ouais. Et j'habitais donc le centre de Marseille. Et bon, de fil en aiguille, je suis entrée en contact avec cette association qui était toute jeune et qui était quasiment un groupe d'historiens passionnés par cette époque. Et je rendais service, j'étais l'interprète, la traductrice, etc. Jusqu'au moment... Ah, donc au début, ce n'était pas des idées qui vous ont fait intégrer l'association, c'est plus dans un rôle de traduction, c'est ça, d'interprète, de traduction? D'abord curiosité, oui. Parce qu'on ne connaissait pas Varian Fry. Oui, c'est ça. Donc voilà, dès le début, en fait, vous vous êtes pas dit « Ah bah je connais Varian Fry, j'y vais ». Non, c'est vraiment la curiosité qui vous a emmené à rentrer dans cette association. Et je vais mettre cette remarque en réserve parce que j'y reviens, pour une raison que j'expliquerai par la suite. Et ensuite, bon, je continuais mon petit bonhomme de chemin. Oui. Jusqu'au moment où, bon, Alain et moi, on était mariés, on a vécu ensemble à Marseille. Et jusqu'au moment où, en 2007, on fêtait le centenaire de Varian Fry et j'ai fait la connaissance de sa veuve, oui. Annette Fry, très regrettée parce qu'elle venait de décéder. Et je trouvais à l'époque, elle avait 83 ans. Et une femme juvénile, même très alerte, très impliquée dans tout ce qui concernait son mari. Et pendant les célébrations pour son centenaire, bon, je faisais la traduction, l'interprétation, etc. Et j'ai trouvé que Annette Fry, quand elle était mariée à Varian, habitait mon quartier à New York. Ah, donc vous étiez, parce que vous êtes originaire de New York, oui, donc vous étiez voisine. Voilà. Vous étiez voisine. Voilà. Sans le savoir. Sans le savoir. Ouais. Ah oui, comme quoi, oui. Alors, j'ai informé Alain, qui n'était pas du tout impliqué dans l'association ni la vie de l'association. Parce que vous ne connaissiez pas non plus Varian Fry avant de... C'est Diana qui m'a fait connaître l'histoire de Varian Fry et qui m'a mobilisé naturellement sur ce sujet parce que... Et vous l'avez connue, cette histoire, pardon, vous l'avez connue en même temps que vous avez intégré l'association finalement, c'est ce que vous disiez. Et donc elle vous a motivé à vous y intéresser? Lors d'une conférence à propos de Varian Fry, où elle m'a invité à venir, j'ai découvert cette histoire extraordinaire, une histoire profonde, humaine, humanitaire, et étant dans le domaine de l'architecture, étant à Marseille, je voyais là un sujet d'intérêt majeur pour retrouver l'ambiance particulière de cette époque
pensant au tout début que la villa existait encore. Oui. Moi aussi. Ah, vous pensiez également que la villa existait? Sauf qu'elle a été détruite en 1983 Ouais. et que tout était à reconstituer. Et je dirais que le travail de Diana a été de retrouver l'esprit dans lequel se trouvaient les protagonistes de cette histoire-là, c'est-à-dire les réfugiés, Varian Fry et son comité. Et moi, je m'étais intéressé à reconstituer les lieux tels qu'ils étaient à l'époque. Voilà le point de départ de notre complémentarité. Et finalement, donc, vous êtes rentré dans l'association pour un rôle de traduction, d'interprète. Oui. Qu'est-ce qui vous a vraiment animé? Pourquoi vous avez souhaité faire autant de recherches et de travaux autour de Varian Fry et de la Villa Herbel? C'est le côté un peu inconnu parce que Varian Fry habitait mon quartier. J'ai grandi au 99e rue. Donc c'est ça, c'est les similitudes qui... C'est les similitudes et que le fait que, bon, on revenait tous les ans à New York et à chaque fois, on s'est pointé chez Annette Fry, oui. qui habitait un véritable musée dans son appartement. Et l'appartement d'Annette Fry ressemblait très fortement au mien. Ah oui. Et aussi, Annette nous a fortement encouragés à faire ces recherches parce que la collection Fry, c'est-à-dire toute sa correspondance pendant son séjour à Marseille, plus des photos dont certaines sont prises par Fry et d'autres par Brassai qui a travaillé pour Picasso et d'autres photographes, étaient déposées à Columbia University. Donc ça, New York. À New York. Donc, comme je suis new-yorkaise, comme Annette était new-yorkaise et Varian Fry, pendant un moment de sa vie, était new-yorkais, et comme c'était mon quartier, l'intérêt, je me suis piqué au jeu. Et rien n'a été fait en fait sur cette histoire, sur cette villa, des recherches ou est-ce que... Il y a eu les écrits de Varian Fry. Ouais. Mais tout est resté en suspens finalement. Rien n'a été approfondi. Sur des témoignages, on va dire, de ces vies particulières de Varian Fry, de Mary Jane Gold, qui était une jeune américaine qui était dans le comité américain de secours, de Daniel Benedict, qui était le bras droit de Varian Fry, mais ce sont des témoignages vécus et il y avait des bribes d'informations à propos de la villa. Mais tout ça, c'était le travail qu'on a mené. Il n'y avait pas de réelle recherche en fait. Non. Et finalement, l'association de Varian Fry ou les personnes proches de cette villa Herbel ont réagi comment quand vous leur avez expliqué votre intention de développer un livre et des recherches sur ce travail? Alors, tous les personnages étaient tous morts, sauf Beamish, Albert Hermond, je pense, qui avait 95 ans à l'époque, actuellement décédé, qui enseignait, je crois, l'économie à Princeton. Il y avait une autre personne qui était un jeune garçon de 17 ans à l'époque, quand il travaillait pour Fry. Un peu le commis pour faire le messager. Ouais. Voilà, Justus Rosenberg, qui vit toujours. On l'a questionné, il a dit qu'il ne savait rien de rien. Donc nous avons... Il y avait Stéphane Hessel aussi. Stéphane Hessel, oui, on a essayé Stéphane Hessel, mais bon, c'était deux ans avant sa mort, il y avait d'autres choses à faire. Donc on était un peu désemparés devant la situation. Ceci étant, il y avait une concomitance avec Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Ouais. Et le sujet étant tellement beau, on s'est mobilisé à travers ce projet. Pour l'intégrer Pour l'intégrer, il a été agréé et effectivement retenu. Et ça a permis, je dirais, de motiver encore plus, de trouver des éléments qui permettaient d'éclaircir certains points de cette histoire. Parce que ce que vous disiez, c'est que les recherches ont été difficiles à réaliser, parce que la plupart des personnes étaient décédées. Il y avait qui dans cette villa Herbel? Alors, je signalais aussi que j'ai même posé la question à Annette Fry, est-ce que Varian parlait de la villa? Oui. Rien.
Ouais. Donc c'est ouais. assez compliqué à débusquer. Mais finalement, il y avait qui dans Les dans cette personnes qui villa? étaient dans la villa, d'abord un certain nombre du comité, c'est-à-dire Varian Fry y habitait, Mary Jane God y habitait. Mais c'était des artistes, c'était des peintres, Non, ça, c'était c'était des... le personnel qui aidait le comité américain de secours. On parlera des réfugiés après. Il y avait Myriam Davenport qui était également là. On va dire, c'était, je dirais, le bloc pratiquement permanent, Ouais. avec des variations dans le temps. Et puis, il y avait les réfugiés. Oui, justement, oui. Les réfugiés, il y avait André Breton et sa femme Jacqueline Lamba et leur fille Aube, qui est toujours, Qui vit toujours. vivante. Il y avait également Victor Serge et Laurette Séjourné, qui étaient un trotskiste, Ouais. je dirais convaincus et actifs, et leur fils également, qui était là. Et puis, comme le pape du surréalisme, André Breton, avait une aura extraordinaire sur tout ce monde intellectuel, ça s'est su comme une traînée de poudre. Et donc il a ameuté d'autres personnes. Il y a eu, tous les dimanches, pratiquement, les samedis, les dimanches, des rencontres qui se faisaient à Herbel notamment, où se retrouvait Max Ernst, se retrouvait André Masson, se retrouvait Wilfred Delam et bien d'autres qui étaient soit ensemble, soit dans des rendez-vous différents. Et il y avait un deuxième point de rendez-vous qui était en ville, qui s'appelait un café les Brûleurs de Loups, qui était sur le Vieux-Port à Marseille. Donc c'était des points où ils reconstituaient quelque part ce qui vivait à Paris, ils le transposaient sur Marseille. À Marseille. Et avec vous, donc justement, vous restez avec nous. En seconde partie, on va voir justement comment se sont passées ces recherches, comment vous avez réussi à remonter le fil, en fait, on va dire, pour reconstituer cette histoire en termes d'architecture pour vous, et puis en termes de personnalité de ses occupants, vraiment une histoire profonde. Vous restez avec nous? On en parle dans un instant. On revient juste après ça. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie de Diana Paulin et d'Alain Guyot. On parle avec eux de cette villa Herbel dans les années 1941 avec Varian Fry, ce journaliste américain, donc on le rappelle, qui a sauvé entre 2000 et 3000 personnes durant la guerre. Donc vous nous avez expliqué un petit peu votre passion pour cette belle histoire, pour cette maison. Et on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet maintenant, savoir un petit peu comment vous avez réussi à reconstituer toute cette histoire. Ça a commencé par où? Je dirais Diana? Merci. Je dirais que la source majeure était Varian Fry lui-même dans ses mémoires, son autobiographie. Donc il y avait matière déjà, il y avait matière pour commencer à travailler. Exactement. Il a décrit la ville Herbel et ça devient tout à fait pour un lecteur, ça devient tout à fait évident qu'il est, et je choisis bien mes mots, amoureux de cette villa. Elle représentait, enfin c'est une villa, si vous voulez, assez ordinaire mais grande, avec un jardin imitation Versailles, avec un jet d'eau qui n'a jamais marché, et des arbustes mal taillés, etc. Bon, bref. À l'abandon. À l'abandon. À l'abandon, oui. Oui.
Et cette villa avait une bibliothèque où il y avait les plus grands écrivains français dedans. Cette villa avait d'énormes plafonds. Il avait une petite salle de bain qui était mal chauffée, mais bon. Donc, il y avait quelque chose de très attachant. Mais comment vous arrivez justement à le savoir, que cette salle de bain était mal chauffée, que le jet d'eau ne fonctionnait pas? Ah, c'est qu'il le disait dans ses écrits alors. Oui, il était très honnête. C'était pas un amoureux où il écrit l'objet de ses affections comme une déesse réelle. Oui. C'est-à-dire qu'il était très réaliste. Il dit qu'elle était mal chauffée, le chauffage marchait plus ou moins, il y avait une salle de bain. Ah oui, avec un baignoire sabot, comme celle où est mort Marat. Ah oui. Voilà, donc il faut déjà imaginer un peu une maison à la Hitchcock, mais on peut être attaché à ça. Et justement, vous dites qu'il était amoureux de sa villa, mais on a l'impression qu'il a transmis également cet amour, parce que quand on vous en entend parler, on voit que ça vous touche également, Oui. cette histoire. Ah oui. Vous n'êtes pas juste là pour retracer une histoire et la mettre sur papier. On sent que vous êtes vraiment impliqué dans cette aventure. Ce qui est apparu progressivement, c'est une immersion dans une maison qui a toute une histoire, qui a commencé déjà en 1793. Ouais. Ces Bastilles provençales ont une véritable histoire, elles ont une âme. Et celle de Fry est un élément de l'esprit des lieux. Et d'une manière très pragmatique, pour répondre de manière complémentaire à celle de Diana, mon premier réflexe, c'était de dire mais où elle est? Oui, c'est ça, tout le monde l'a Où elle cherché finalement. Ouais. On était en 2009 quand Ouais. j'ai commencé à mobiliser mon... Et qu'est-ce qu'on trouve sur place justement maintenant? Alors, sur... Un sur sujet le qui fait- fâche, un sujet qui sur- fâche. Sur le Et fait un même, peu polémique. cette villa qui n'existe plus, aujourd'hui se trouve au sein même d'une cité HLM qui s'appelle la cité Herbel. Et le premier moment pour moi en tant qu'architecte, c'était de localiser précisément dans ce nouveau tissu urbain Où était se trouvait la villa. cette villa. Et qu'est-ce qu'il en restait? Alors il y a des traces tangibles encore aujourd'hui, Comme mais quoi, qui par sont exemple vouées sans doute à la destruction. Le portail. Ouais. Le portail a 2 piliers de pierre Ouais. majestueux et une grille qui a été changée depuis, mais on a des documents photographiques. Et quand il y a le portail, il y a une allée de cèdres, il y a 5 cèdres majestueux qui amènent jusqu'au portail. Il y a un chemin qui serpente et qui est précédé d'une grande allée de platanes qui nous mène vers cette colline où se trouve perchée cette villa au milieu d'une forêt de pins et de chênes. Donc il y a un environnement bucolique qui était extraordinaire pour l'époque. Ces gens qui étaient en déroute, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme, trouvaient un havre de paix, de tranquillité, de ressources où ils pouvaient échapper à un avenir tout à fait incertain. Et pour la reconstituer, cette villa, il y a eu des plans, il y avait des photos, des dessins, des croquis, quelque chose? Non, il y a eu une multitude de regards croisés. C'est-à-dire que d'abord, 3 livres sont essentiels au départ de notre recherche. Il y a eu le livre de Brian Fry, qui est Livraison sur demande, qui est donc ses mémoires, et où à l'intérieur desquels il décrit avec une certaine précision. la salle de bain mal chauffée, les pièces comme ça. Il y avait Mary Jane Gold, le deuxième livre qu'elle a écrit, c'est Marseille 1940, qui elle est une conteuse extraordinaire et qui met beaucoup d'images dans ses écrits. Donc on pouvait assez facilement se trouver dans un environnement tel qu'il était décrit. Et il y avait un 3e livre également du bras droit de Brian Fry, de Daniel Bénédicte, qui était La filière marseillaise, qui est beaucoup plus factuelle, beaucoup plus sec, mais précis également. Donc ça, c'était une première source. Mais il y a eu de multitudes de sources. Donc vous avez croisé toutes ces sources, par des images aériennes, par le fait d'aller à la Columbia University, d'aller sur le terrain de nombreuses fois, quand je dis nombreuses fois, on est allé pendant plusieurs mois
et plusieurs années sur ce terrain. J'ai emmené chaque année des équipes d'étudiants. Oui, vous avez été accompagnés, c'est ça? Vous n'étiez pas tous les deux tout seuls dans cette aventure. Beaucoup de personnes on a mobilisé du monde vous en rejoint, ouais. Autour de nous, ce qui a créé une synergie tout à fait extraordinaire. Et les étudiants étaient passionnés de participer, je dirais, un peu à cette recherche du trésor qu'était cette histoire et des traces, etc. De la Villa Herbel. Donc ça, c'est plutôt pour le côté architecture. Oui. Et pour tout ce qui est personnalité ou psychologie des protagonistes, finalement, de cette aventure, vous avez rencontré donc Annette Frey. Oui. Vous avez pu avoir des bouts d'histoire auprès de qui, finalement? Annette, non. C'est elle qui nous a dirigés vers la collection Frey de Columbia University, ce qui était un atout énorme pour nous. On a surtout fait un travail de recherche fortement aidé par un directeur de, je pense que c'est les archives municipales de Marseille. Oui, il y avait également les archives départementales, les archives municipales. C'est un croisement vraiment de plusieurs sources. Alors, je me permets, c'est M. Gors, Olivier Gors, qui tout à fait par hasard était passionné par... Comme vous deux? Oui, mais on ne savait pas. Par la Villa Herbel. Ses origines, c'est un peu trop long à expliquer. Telle qu'elle a été en 1940 et telle qu'elle est devenue ou n'est pas devenue. Il nous a fourni tous les plans, un inventaire... les plans cadastraux, pour l'essentiel. Parce qu'il n'y avait aucun plan existant de la villa. Ça a été le travail assez important là-dessus, qui même se poursuit parce que, par déduction, divers et variés étant architectes, ayant une compréhension, on va dire, technologique de l'architecture, on pouvait reconstituer majoritairement la distribution intérieure qui était vue de manière très fragmentée parce que c'était des photos d'époque où par exemple on avait une photo d'André Breton assis dans la bibliothèque en train de lire un livre sur une table. Donc c'est chaque fois des fragments qui ont permis à un moment donné de reconstituer un puzzle qui s'est petit à petit rendu de plus en plus visible. Donc c'était un peu excitant finalement Absolument. À retracer, à recréer. Et aujourd'hui que le livre est là, que les plans ont été redessinés, que la maison finalement virtuellement elle a eu une seconde naissance. Qu'est-ce que ça vous procure d'être allé ça fait plus de 20 ans, il me semble, que vous travaillez sur ce projet. Ça fait une dizaine d'années que vous êtes également dans l'aventure, c'est bien ça? Donc, oui, globalement, c'est ça. Après tant d'années passées sur ce projet, maintenant que ça a pris forme, vous ressentez quoi? C'est un projet qui ne peut pas finir comme ça. Parce qu'il y a toujours des rebondissements. Donc le livre, c'est une étape. Vous ne le fermez pas et vous ne le mettez pas dans une bibliothèque et au suivant? Non, ça prend des formes différentes. Déjà, le fait de diffuser ce travail et cette histoire, parce que c'est surtout cette histoire qui est importante. Nous, on est des artisans, on est des passeurs quelque part de cette histoire, avec nos compétences, architectes, écrivaines. Mais juste une illustration, à peine nous avions terminé ce livre, on a fait donc en octobre 2013 pour Marseille-Provence, la capitale de la culture, une journée internationale et une conférence. Par hasard, j'avais fait l'affiche qui annonçait cette conférence à l'hôtel Splendide qui est aujourd'hui un centre de documentation régionale pédagogique, et quelqu'un voit cette affiche. Et je reçois 15 jours après un mail en me disant « Ça alors, vous avez parlé d'Herbel, moi j'ai habité Herbel dès 1945. » Et donc, il avait la mémoire parfaite et complète de l'intérieur de la villa, avec tous ces détails. Donc il a pu enrichir un petit peu toutes ses recherches, donc forcément. On fait la mise à jour de tout ça, donc ça continue. Et éternellement, finalement, ça va encore continuer. Donc ça s'appelle Villa Herbel 1940-1942, ça c'est la première publication. Il y en a eu une seconde en anglais cette fois-ci. Tout à fait, parce qu'il y avait des amis américains qui me posaient la question « Pourquoi tu ne fais pas ça ?» La traduction en langue anglaise. Et bon, ça ce serait impossible de traduire. Oui. Mais je pourrais faire une adaptation
pour un public américain ou anglophone. Et on l'a fait. Donc ça c'est le deuxième, deuxième publication, donc basée sur des faits réels, intégralement. Plus, voilà, mon implication. Et c'est votre vision. Et pour le troisième, il y a une troisième publication. Il y en a beaucoup autour de cette Villa Herbel. Donc la troisième publication est en cours d'édition. On l'attend durant l'année 2018, durant cette année. Particularité, c'est un roman. Et ce sera un roman. Qui se passe à Herbel. Avec un personnage fictif. Un personnage fictif et tous les vrais personnages. Oui, il y aura tous les vrais personnages, mais il y aura un protagoniste fictif dans l'histoire. Vous mettez ensemble André Breton, Victor Serge, Max Ernst, oui. Le dramaturge, Stephen King, Jacqueline Lombard, Peggy Guggenheim, Mary Jane Gold. Vous avez une situation un peu explosive. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc justement, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette Villa Herbel. Merci beaucoup en tous les cas à tous les deux d'être venus nous en parler un petit peu. Pour en apprendre davantage, il y a cette rencontre littéraire qui se passe donc le mois prochain. Ce sera le 14 mars, organisé par French Arts Associates. Donc ce sera à Miami à partir de 6h30. Il faut rester informé sur le site de French Arts Associates justement pour avoir toutes les infos sur cette rencontre littéraire. On en apprendra davantage sur cette histoire. On pourra vous poser toutes les questions parce qu'on aurait besoin d'une journée, 2 ou 3 ou une semaine ou plus pour en parler. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci votre livre est on peut retrouver toutes les informations sur votre site internet. Tout à fait. villaherbel1940.fr. Exact. Et on a comment se procurer le livre ou la publication en anglais également. Et y compris une promenade virtuelle de 8 minutes de la Villa Herbel. Qui reconstitue les lieux à l'époque de Fry. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci Grégory. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, comme à chaque fois, est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine